Bonjour, dans cet épisode, je vous propose de jouer à l'expert. On va se glisser dans les coulisses de l'histoire de l'art. Allez, on se concentre 3 minutes pour savoir comment on analyse un tableau. On commence par voir ce qu'il représente, a priori un portrait, ou une scène de genre, ou encore une allégorie, peut-être les trois. On regarde ensuite en détail. Il y a un parapet, peut-être un hommage rendu à Giorgione mort 5 ans plus tôt. Dessus, une bouteille de parfum sur laquelle s'appuie la main d'une jeune femme. De l'autre main, elle tient une épaisse mèche de cheveux blonds vénitiens. Un homme l'aide en lui présentant 2 miroirs. Dans le carré, elle voit ce que reflète le miroir rond qui lui renvoie l'image de sa coiffure à l'arrière de sa tête. En 1515, le trio Michel-Ange, Vinci, Raphaël est encore actif sur la scène artistique italienne. Pas étonnant donc que Titien utilise la manière dite moderne, avec une composition de forme pyramidale. C'est la base pour des structures harmonieuses et équilibrées, comme on les aimait à cette époque. Une diagonale apporte un zeste de mouvement et une équitable répartition des masses autour de la jeune femme lui donne de la stabilité. Pas d'architecture ni d'ouverture sur l'extérieur, donc pas de perspective. En revanche, Titien utilise plusieurs techniques pour rendre l'illusion de profondeur. L'échelonnement des différents plans dans l'espace, les raccourcis, le clair-obscur qui enveloppe la jeune femme et les couleurs complémentaires. Les complémentaires, qu'est-ce que c'est ? Il y a 3 couleurs primaires. Si on en mélange 2, la couleur obtenue constitue la complémentaire de la troisième. Ici, le vert et le rouge. Le vert, couleur froide, éloigne la jeune femme, tandis que le rouge, couleur chaude, rapproche l'homme de nous, enfin surtout d'elle. Difficile de savoir leur relation, car l'homme est exclu de son champ de vision. Il est presque comme un accessoire, au même titre que les miroirs. L'arrivée de la lumière par le haut gauche du tableau est classique. Si le peintre ne respecte pas cette règle, c'est un indice. C'est que l'artiste a dû tenir compte du lieu où serait exposée son œuvre. Dans cette œuvre de jeunesse, le dessin est encore assez présent. Regardez ces 2 tableaux réalisés à 30 ans d'intervalle. On voit bien l'évolution du dessin vers des touches plus floues. Détail relevé par Giorgio Vasari dans ses vies des artistes. Il rapporte que ces derniers ouvrages sont traités à grands coups de pinceau, de sorte que de près on ne voit rien et que de loin ils paraissent parfaits. C'est presque une définition de l'impressionnisme avant l'heure. Et ces miroirs. Motif privilégié de l'art de la Renaissance, le miroir propose plusieurs symboliques. D'abord, il éduque l'œil du peintre. Titien est alors débutant et doit prouver son savoir-faire, et c'est ce qu'il fait avec ce tableau. C'est aussi l'époque d'une querelle entre peintres et sculpteurs. Les sculpteurs clamaient la supériorité de leur art, car on peut faire le tour d'une sculpture et en voir toutes les faces. En utilisant le miroir, les peintres peuvent également arriver à ce résultat, et même montrer d'autres espaces. Ils prétendaient donc que l'art de la peinture était plus complet. Le miroir fige l'instant. Le portrait qui sera réfléchi dans 30 ans ne sera plus le même. Ce tableau pourrait donc aussi être une vanité. Même si le grand siècle des vanités est le XVIIe siècle, cette thématique occupe les hommes depuis toujours. Une vanité en art désigne tout ce qui est insignifiant au regard de l'éternité. Le message pourrait donc bien être « Souviens-toi que tu vas mourir ». Le miroir soulève aussi la question du réel face à l'illusion. On pourrait se demander comment on est passé du portrait de la classe dominante à celui d'une femme dont on ne sait même pas s'il s'agit d'une patricienne ou d'une courtisane. L'identité de cette jeune femme reste un mystère car on ne connaît pas le commanditaire du tableau. Normalement, pour une femme mariée ou une patricienne, les cheveux sont attachés, tandis que les courtisanes sont représentées avec les cheveux lâchés. Parfois, comme ici, il y a ambiguïté. S'agit-il d'une femme mariée qui va se coucher ou d'une courtisane qui se prépare ? Au XVIe siècle à Venise, il y avait environ 10 000 courtisanes pour 100 000 habitants. Ce pourcentage important se justifie par le nombre d'hommes seuls, notamment les hommes d'église. Bon allez, après le travail, on peut se distraire un peu. Alors voyons maintenant l'évolution du canon de beauté. Voici le canon du XVe siècle. Épaules étroites, membres grêles et des seins menus. Au XVIe siècle, on cherche une beauté charnue, pleine des promesses que suggèrent les formes généreuses d'une abondante poitrine et de larges hanches. On fait même tout pour engraisser. Pour atteindre ces canons de beauté, il existe des recettes. Catherine Sforza, au tout début du XVIe siècle, a publié un ouvrage dans lequel on en donne un grand nombre. Laissez-moi vous en révéler quelques-unes. On s'épile le front pour obtenir un ovale régulier du visage. Pour avoir un teint clair, on utilise des escalopes de veau passées dans du lait que l'on conserve toute la nuit sur le visage. Faut pas avoir un sommeil agité. On se blanchit les dents pour masquer les caries et autres détériorations. On utilise des parfums pour avoir bonne haleine et chasser les mauvaises petites odeurs. Et aussi des gouttes de belladone pour avoir un regard humide. On se poudre les bras et le décolleté pour cacher taches et verrues. Pour les mains, on mélange du miel et de la moutarde que l'on conserve toute la nuit en portant des gants. Les cheveux sont l'objet de toutes les attentions
Pour obtenir ce blond vénitien, on prépare une décoction. Avec, on enduit ses cheveux que l'on dispose sur un solana, une sorte de sombrero dont on aurait conservé uniquement le large bord. Ainsi coiffé, on prend un long bain de soleil, jusqu'à obtenir l'effet désiré sur les cheveux. Si certains prétendent que les décoctions étaient à base d'urine, il est plus vraisemblable qu'elles aient été composées de safran, de citron ou de rhubarbe. En tout cas, l'objectif était d'obtenir cette couleur de blémure qui fait la réputation des Vénitiennes. Voilà, je pense que vous en savez assez sur ce tableau pour pouvoir l'apprécier lorsque vous irez au Louvre. En ce qui nous concerne, on se retrouve très vite pour de nouvelles visites. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.